Bonjour et merci de votre fidélité. Estelle Youssoufa reste avec nous pour ce second temps de parole et avec elle, on va parler sécurité. Estelle Youssoufa, la violence remonte en intensité de manière très conséquente. Il y a à la fois cette petite violence quotidienne, lancinante qui, pardonnez ma trivialité, pourrit la vie. Et puis de temps à autre, il y a cette étincelle et la poudrière s'enflamme. Est-ce le signe que Wambushu n'a pas fonctionné? Je pense que, en fait, l'ironie de dire Wambushu n'a pas fonctionné alors que tout le monde appelle de ses voeux un deuxième Wambushu, c'est bien que ça a marché quelque part. Quand on avait les renforts, en fait, l'île avait retrouvé son calme, on a pu procéder à des dizaines d'arrestations, ce qui est quand même très important. Le problème, c'est que, on le connaît tous, hein, c'est que la justice n'a pas suivi derrière, de 1. Et de 2, sur le fond du sujet, cette jeunesse qui est quand même au contact de criminels endurcis, de terroristes dont le seul objet c'est de mettre notre île à feu et à sang, en fait ça a gangréné. C'est-à-dire que les plus jeunes ont été au contact de personnes ultra-violentes. Et on a maintenant les numéros 2, les numéros 3 qui veulent être calife à la place du calife parce que le boss est aux frais à Magicavo. Et donc maintenant, on est dans une espèce de nouvel épisode de violence. Et c'est extrêmement inquiétant. C'est-à-dire que le problème de Wambushu, on le connaît. C'est-à-dire que Wambushu devait continuer. Il y a eu les émeutes dans l'Hexagone. Et donc, les renforts ont dû partir. On a tous en tête ce qui s'est passé. Ça, c'était en juillet. Le problème, c'est que maintenant, alors que le ministère de l'Intérieur voulait lancer la suite de Wambushu et le continuer, on avait la Coupe du monde de rugby et puis maintenant les attaques terroristes. Donc moi, je suis assez pessimiste sur le fait que le ministère de l'Intérieur ait les ressources humaines pour envoyer les renforts. De toute façon, on aura une réponse assez vite puisque le ministre de l'Intérieur doit venir au début du mois de novembre, le 1, le 2, le 3 ou le 4, je ne sais pas. Il en a été question lors du déjeuner. Il y a une conscience à Paris du fait que cette violence repart. Moi, je pense que c'est important de passer le message. Mais effectivement, moi, je vais demander des solutions qui nous permettent de tenir sans les renforts. Parce qu'en fait, il y a les escadrons supplémentaires qui ont été attribués à Mayotte. Il y a la gendarmerie qui doit construire une caserne en grande terre. Donc, sur le moyen et long terme, l'effort de l'État, il est là. Par contre, sur la gestion au quotidien de la violence, on voit que ce n'est pas suffisant. Moi, je pense que Wambushu a montré que sur ce problème de fond qui est le recensement, qui est le fait que l'État continue à sous-estimer la population réelle à Mayotte en disant on est 300 000 alors qu'on est 1,5 million, en fait, tout l'effort de l'État est calibré sur cette population qui est en dessous de l'effort qui est nécessaire. Et quand il y avait les renforts, moi, j'ai la perception que quand il y avait les renforts, on était au niveau nécessaire à Mayotte en temps normal. Et qu'en fait, c'est cette logique d'aller-retour qui n'est pas bonne. On voit bien que les voyous, les terroristes, les bandes ultra-violentes, elles observent la situation, elles testent l'eau. S'il n'y a pas de réponse immédiate très très forte, elles continuent. Et en fait, c'est vrai que c'est ce qui est dramatique parce que je pense que la population est épuisée de cette violence. Et puis, on a aussi le sentiment de régresser parce qu'on allait mieux avec Wambushu. Et puis là, on retourne dans ce cycle. Donc, on se dit, est-ce que cette bataille est totalement perdue? Moi, je refuse de céder au défaitisme, mais c'est effrayant. On a l'impression de vivre un cauchemar éveillé. Et vous pensez que on arrivera à trouver des solutions, parce qu'il y a toute cette jeunesse, vous en parliez, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement pour cette jeunesse aujourd'hui pour qu'elle ne devienne pas délinquante à finalement remplacer les plus aguerris qui pourraient être interpellés? Je pense qu'il y a 2 sujets. Il y a la jeunesse, la grosse majorité, qui est une jeunesse qui est normale, qui a des projets, des rêves, des ambitions, bien sûr. Nos enfants. Qui eux sont en fait les principales victimes de cette violence parce qu'eux ils vivent dans des établissements scolaires qui sont attaqués tout le temps, ils vont dans les bus, ils sont attaqués. Donc cette jeunesse, il ne faut pas qu'elle soit perdue à cause de la violence d'une minorité. D'abord, ça je pense qu'en fait
le problème de cette ultra-minorité ultra-violente, c'est qu'elle pourrit tout l'ensemble de la perception de la jeunesse. Elle empêche l'éducation de la majorité, d'abord. La deuxième chose, c'est que sur la jeunesse qui est en train de basculer ou qui a basculé dans la délinquance puis l'hyperviolence, le deuxième centre de rétention pour les mineurs délinquants, c'est l'Arlésienne. Hein. Moi, je suis dans le projet de loi de finances. Malgré les promesses du ministre Dupond-Moretti, il n'y a absolument rien qui a avancé. Ça fera partie des sujets à discuter avec le président. Et puis, sur la question de leur expulsion, parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui sont de nationalité comorienne au fond. Ce n'est pas le sujet de Mayotte d'aller les élever. Hein. C'est le sujet des autorités comoriennes. Et sur la question de la loi asile et immigration, on voit bien que le débat au niveau national sur la violence des très jeunes et des étrangers, on voit que les lignes sont en train de bouger. Moi, je poserai des amendements sur la loi asile et immigration. Je veux que ça concerne Mayotte. Parce que, quelque part, il faut voir que ce qu'il se passe dans l'Hexagone pourra avoir un impact positif pour Mayotte, parce qu'il y a une prise de conscience. Nous, on sait bien qu'à Mayotte, on est souvent le laboratoire de ce qui va se passer après. Je parle au niveau social, pas de la vision politique quand on nous dit on est des laboratoires pour tester les bonnes idées. Je dis souvent que Mayotte, c'est le précurseur. On voit souvent en amont ce qui va se passer dans l'Hexagone. Et là, sur l'hyperviolence des très jeunes, le discours que vous avez évoqué un peu plus tôt de la CIMAD, de tout l'écosystème de la misère qui dit les pauvres petits, il faut les protéger, on voit que tout le pays est en train de prendre conscience qu'il y a des limites en fait. Il y a une partie de cette jeunesse étrangère ultra-violente sur laquelle les réponses habituelles ne fonctionnent pas. Et qu'en fait, il faut admettre que c'est d'abord le sujet de leurs parents qui sont aux Comores et que nous, on ne peut plus. En fait, quand vous avez le conseil départemental qui appelle à l'aide, c'est que c'est plus possible. Et de filer des chèques amnésie, c'est pas une solution non plus. Estelle Youssoufa, et c'est un sujet dont on a parlé tout à l'heure également. On parle beaucoup d'aménagement en ce moment, avec des zones d'activité, des programmes qui sont signés, des partenariats pour des logements. À la base de tout ça, il y a le foncier. Et en écoutant la société mahoraise, on se rend compte de plus en plus que les propriétaires fonciers privés, c'est-à-dire monsieur et madame tout le monde, sont en situation difficile avec ces aménageurs qui veulent le plus souvent récupérer les terrains en mettant beaucoup de pression et sans payer très cher la terre mahoraise en quelque sorte. Est-ce que c'est quelque chose qui vous choque ? Alors moi, quand j'étais à la tête du collectif, ça faisait déjà partie des sujets sur lesquels on se battait. Moi, je pense qu'il n'est pas admissible que l'État se conduise à Mayotte comme un prédateur foncier. Je m'explique. Sur la loi Mayotte 1 qu'on avait rejetée, comme sur la loi Mayotte 2 là, qui est dans les tuyaux, l'État pousse sur un établissement public pour régler le foncier et sur des lois particulières pour mettre la main sur le foncier, de manière dérogatoire pour accélérer. Moi, je rappelle systématiquement qu'il n'y a pas de terrain à Mayotte qui n'appartienne pas à personne. Ce n'est pas Robinson Crusoe sur cette île, de 1. De 2, la question du cadastre, la question des archives relève de l'État, ce n'est pas une compétence locale. Et on voit bien que l'État, qui est à Mayotte depuis 1841, a laissé le foncier géré par les autorités cadiales. Et quand il y a la départementalisation, laisse pourrir les archives du Grand Cadi pour ensuite dire « Ah ben, on ne retrouve pas les papiers ». Vous savez comme moi ce qu'il se passe dans les mairies où on donne des titres à tout et n'importe quoi parce qu'ils s'achètent. Vous savez comme moi ce qu'il se passe dans un service du conseil départemental où il y a de la corruption et qu'on achète là aussi les titres de propriété. Vous savez aussi comme moi qu'il y a certains parlementaires qui ont des cabinets d'avocats et qui, quand on va les chercher, moi j'en ai eu des citoyens qui sont venus me voir en me disant « Je suis allé voir le parlementaire qui m'a renvoyé vers son cabinet d'avocats pour traiter des sujets de foncier ». Il y en a qui se sont battus, soi-disant, pendant des années sur le foncier. Au final, le sujet n'est pas réglé. On est juste dans un espèce de millefeuille. Et là, le gouvernement et l'État essayent de passer en force et d'exproprier les Mahoraises et les Mahorais à vil prix, de manière qui relève quasiment de la spoliation et du vol. Je pense que c'est honteux d'aller proposer 10 € sur des terrains qui vont ensuite être valorisés à 30, 50, 80 € parce que ce sont des fonciers précieux, extrêmement bien localisés et qui valent quelque chose. Je rappelle quand même,
juste pour qu'on soit bien clair, le droit à la propriété, c'est la base de notre Constitution et du droit en France. Il n'y a pas d'exception à Mayotte. Moi, je refuse cette logique qui est développée par le gouvernement. Lors des discussions sur la loi Mayotte 2, où on a été consulté avec les parlementaires au conseil départemental, on a eu des discussions extrêmement vives et j'ai dit d'abord que dans le texte qui était envoyé à Paris, il était hors de question de laisser passer cette question du foncier avec des prescriptions acquisitives qui seraient accélérées à Mayotte de manière dérogatoire, toutes sortes de petits trucs administratifs pour permettre d'aller plus vite pour exproprier les Mahorais. J'ai dit qu'il n'en était pas question et que si de toute façon certains élus ici étaient d'accord et certains parlementaires, ça se réglerait dans l'hémicycle en fait. Mais qu'il n'était pas inadmissible de nous exproprier. Surtout que, on l'a vu, c'est un argument en fait pour ne pas développer. On le voit sur la retenue collinaire, par exemple. La retenue collinaire, tout le monde sait que la famille Bamana n'a pas eu les offres. Et alors l'État n'arrête pas de répéter, c'est la famille Bamana qui bloque, c'est la famille Bamana qui bloque. Quand on sait que les offres n'ont pas été faites, qu'il y a une multitude d'héritiers, mais en fait, c'est le cas sur toute l'île. Parce qu'il y a la polygamie, il y a plusieurs lits, il y a quantité d'héritiers. Et moi, j'ai rappelé au gouvernement, que ce soit pour la Nouvelle-Calédonie ou que ce soit pour la Corse, le gouvernement a mis en place des lois particulières pour éviter les sujets d'indivision et pour éviter les sujets de surcoût au niveau des successions. Donc, en fait, des solutions, il en existe au niveau légal. Le problème, c'est que l'État ne veut pas régler les problèmes de foncier pour pouvoir mettre la main sur le foncier à Mayotte. C'est ma conviction profonde. Mais ça, c'est pas possible parce que ça, pour le coup, ça va être des sujets de violence et de soulèvement social extrêmement importants. Parce que le foncier à Mayotte, ça a été et depuis toujours des questions politiques très importantes. Je rappelle que pendant la période où le Mayotte était dirigé par les Comores, les dirigeants comoriens avaient mis la main sur du foncier à Mayotte. Et que donc, ce n'est pas du tout une question neutre et que, évidemment, s'il y a des sujets de vigilance et de combat, ce sera sur le foncier, évidemment. On ne peut pas dire pour le développement, on braque les gens et on les vole, en fait. Ça, ce n'est pas possible. Le développement, oui, mais pas à n'importe quel prix. Autre sujet, la convergence sociale, Estelle Youssoufa. Oui, l'espèce d'arlésienne. Voilà. Vous voyez ? Alors moi, j'ai eu une espèce on a eu une passe d'armes avec le conseiller de la ministre, de la première ministre, parce que là, on est actuellement en pleine préparation du projet de loi de finances de la sécurité sociale. Dans lequel on devrait voir des tas de choses. Mais bien sûr, et là, zéro la tête à Toto, aucune mesure sociale dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale cette année pour Mayotte. Rien. Donc là, je l'ai souligné, j'ai interpellé et le chef de l'État et la première ministre lors du déjeuner en leur disant, là, c'est pas possible. Et puis mercredi, on avait une réunion avec tous les élus ultramarins étaient invités à une réunion avec le ministre Vigier. Et le ministre Vigier m'a dit, Estelle, mais tu sais, sur la question de la convergence sociale, je suis allée à Mayotte et tout le monde n'est pas d'accord, donc il faut consulter. Bon, là, j'avoue que Putungoa a un petit peu pris le dessus. Mes électeurs savaient pourquoi ils m'envoyaient à Mayotte, à Paris, et que ce n'était pas pour ma diplomatie. J'ai un peu pété un plomb. J'ai expliqué au ministre, tu te fous de ma gueule, texto dans le texte. Je lui ai dit, depuis quand est-ce que vous consultez ? Depuis quand est-ce que vous en avez à faire de l'avis des uns et des autres ? En fait, la convergence sociale à Mayotte, ce n'est pas une opinion. C'est la départementalisation. On a voté, on a été consulté, il y a la signature de l'État. Donc maintenant, vous vous y mettez. C'est pas... vous avez trouvé les 2-3 qui ne sont pas d'accord avec la convergence sociale et maintenant, vous allez subitement nous dire que vous allez les écouter. En fait, vous respectez votre signature. Ça fait plus de 10 ans que ça dure. Y a un impact sur la chair, dans notre chair à Mayotte. On a 10 ans de moins d'espérance de vie que nos compatriotes dans l'Hexagone. Donc cette inégalité au droit, cette inégalité d'accès à la santé se paye en mortalité à Mayotte et ça suffit. Parce que là, que vous ayez l'audace de présenter un projet de loi de finances de la sécurité sociale sans aucune mesure pour la santé des Mahoraises et des Mahorais, alors qu'on est en pleine crise sanitaire à cause de la sécheresse, quand il y aura une épidémie qui va se déclencher dans les bidonvilles et qu'il y aura une hypermortalité, vous serez le nez dedans.
Je dis donc en fait, on arrête de chipoter, c'est inadmissible. De la même manière, réunion avec le conseiller de Madame Borne qui me dit, je lui dis oui, vous en êtes où sur la convergence sociale? Ah, c'est pas mûr. Je dis c'est pas mûr de quoi? Qu'est-ce qui n'est pas mûr? Vous avez rien foutu, en fait. Alors vous vous noyez dans votre verre d'eau. Quand c'est pas les élections, c'est Wambouchou. Quand c'est pas Wambouchou, c'est la crise de l'eau. Qu'au final, vous ne foutez rien. Parce que moi, je peux déposer des amendements pour obtenir l'alignement social. On a besoin de savoir l'état des lieux. L'État a construit un système parallèle d'exception, dans l'ordonnance, dans le décret, qui est illisible à Mayotte. Au point que les interlocuteurs que nous avons à Paris ne savent même plus comment fonctionne le système à Mayotte. Moi, j'ai juste dit, sur les amendements rapports, qui sont des amendements où on demande à l'État de nous rendre compte de l'exacte situation, ce sont les amendements qui permettent de travailler ensuite sur la convergence. Même ces amendements rapports, le gouvernement a dit non. C'est des amendements qui ne coûtent rien. Le gouvernement a dit non. Je dis donc, vous êtes de mauvaise foi. Je dis de 1. De 2, sur la question des évacuations sanitaires, qui sont gérées par ordonnance, par exception. Vous pouvez agir tout de suite. Moi, j'ai envoyé la note à Matignon, j'ai envoyé la note à l'Élysée. J'ai dit les questions des évacuations sanitaires sont gérées uniquement par l'hôpital. Les évacuations sanitaires décidées par les médecins en ville ne sont pas validées. Quand les Mahoraises et les Mahorais se font diagnostiquer à La Réunion ou dans l'Hexagone, ils ne sont pas remboursés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas pris en charge. Et puis, on impose aux Mahoraises et aux Mahorais d'aller uniquement à La Réunion, alors qu'il y a de plus en plus de foyers qui ont des liens dans l'Hexagone et que c'est plus facile pour être pris en charge, etc. Et donc, pour être soutenu, parce qu'en fait, ce système, et moi je le combats, sur le fond, la logique d'évacuation sanitaire, je pense que cette logique complètement administrative de dire vous pouvez être soigné à quelques milliers de kilomètres, ce n'est rien. On a vu quand la Réunion était saturée pendant le Covid, en fait, c'est pas une solution parce qu'en fait, il faut développer la santé à Mayotte et que c'est pas possible de se dire on va le faire à l'extérieur. Mais que même sur la logique à l'extérieur, il y a des principes restrictifs qui ne fonctionnent plus et que moi, j'ai demandé au gouvernement d'envoyer des messages clairs sur l'évacuation sanitaire parce que c'est capital. Merci beaucoup Estelle Youssoufa, le temps est déjà... Ça va vite, mais je voulais vraiment venir et vous rendre compte parce que c'est une période un peu dense au niveau législatif et politique, la rentrée est toujours animée, mais je voulais, et je remercie Kwesi de m'avoir donné la parole parce que c'était important de vous expliquer ce qui se passe. Merci beaucoup en tout cas d'être venu ce matin et puis on se retrouve très vite. Inch'Allah. Parce que vous allez continuer à travailler. Évidemment, toujours, mais vous aussi. Bonne journée à tous. Bonne journée Estelle. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.